Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons bien sûr parler aujourd'hui de la flambée boursière, oui, qui n'en finit plus, le CAC 40 à 7000, c'est formidable, mais jusqu'à quand C'est deux grandes questions qu'on se pose, jusqu'à quand et jusqu'où ça peut durer? C'est vrai que rien ne paraît arrêtable finalement, puisque globalement, tant qu'on continue cette planche à billets pharaonique des banques centrales, alors la Réserve fédérale dit qu'elle va un petit peu limiter donc outre-Atlantique, mais elle continue quand même. La BCE dit non, mais on va continuer comme ça au moins jusqu'en avril 2022. Donc tout ça fait que il n'y a rien d'autre, hein. L'argent est gratuit, la morphine est là, donc on continue et les marchés boursiers flambent. Donc est-ce que ça va s'arrêter un jour? Certainement, les arbres ne montent pas au ciel, mais c'est vrai qu'en attendant, comme disait Coluche, tant que je gagne, je joue. Mais c'est pareil, là aussi ça peut être un petit peu dangereux, donc il faut être quand même extrêmement prudent. Alors déjà quelques graphiques, on va commencer avec ce fameux CAC 40 à 7000. Alors certains s'en souviennent peut-être, en 1999, j'étais à l'époque jeune chef économiste d'une grande banque française, et donc j'avais fait une prévision en disant voilà, avec la bulle Internet, le CAC était à 4600, mais on devrait atteindre 7000 points pour l'année 2000. Ça paraissait complètement fou, et c'est vrai qu'on les a quasiment atteints. Vous voyez, on était monté à 6944 sur le CAC 40. Je me souviens, ce jour-là, c'était le 4 septembre 2000 exactement, donc sur Bloomberg TV, la chaîne de finance de l'époque, le présentateur avait demandé, alors ça y est, vous allez ouvrir le champagne, bravo, vous l'aviez dit il y a un an. Finalement, on l'a jamais ouvert le champagne, alors peut-être 21 ans plus tard, on verra tout à l'heure, mais entre-temps, ce qui s'est passé, on a eu l'effondrement, le crack Internet, à l'époque voulu par la Réserve fédérale américaine. À l'époque, le président de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, avait dit attention, il y a de l'exubérance irrationnelle, il faut arrêter tout ça. Et donc, il a fait son boulot, et la bulle s'est dégonflée. Et ensuite, bien sûr, alors il y a eu le 11 septembre, etc., il y a eu d'autres drames, mais ça a redémarré par la suite. Est arrivée la crise des subprimes, de nouveau patatras, effondrement, la faillite de Lehman Brothers, on croyait que c'était la fin du système, mais non, à l'époque là aussi j'étais l'un des rares à dire que ça allait redémarrer, comme quoi, vous voyez, certains qui me trouvent pessimiste, pas du tout, je suis de nature optimiste, mais il faut dire les choses encore une fois, lorsqu'il y a de quoi être optimiste, on l'est, puis lorsqu'il y a de quoi être inquiet, il faut également l'être, et donc on a bien sûr redémarré, grâce notamment à une planche à billets exceptionnelle, on la voit ici, ensuite, quelles que soient les crises, la crise grecque, le Brexit, ça a continué de redémarrer, et même bien sûr la dernière, le coronavirus, une récession dramatique, et puis un crack également, qui a duré simplement un petit mois finalement, mais là aussi, grâce au quoi qu'il en coûte, à la dette publique, aux planches à billets, ça a redémarré. Donc vous voyez, ça y est, 21 ans plus tard, on a dépassé les 7000 points. Alors pour tout vous dire, j'ai pas ouvert le champagne parce que ça date un petit peu, mais tout ça pour dire que est-ce que c'est tout à fait normal ce qui se passe aujourd'hui ou pas? Alors c'est vrai que si on se dit le CAC 40, on est à 7000 points, c'est le niveau qu'on avait en 2000, pourquoi pas. Mais si vous regardez l'indicateur du CAC 40 avec les dividendes intégrés et réinvestis, ce qu'on appelle le CAC 40 GR, donc Gross Total Return, eh bien là, ça fait très longtemps qu'on a dépassé les sommets de 2000. Vous voyez, à l'époque, sur ces indicateurs, on était à 10 000, en septembre 2000. Quand le CAC 40 était à 7 000, on était déjà à 10 000 sur ces indicateurs avec les dividendes réintégrés. Après, dégonflement de la bulle, ça a redémarré, dégonflement de la bulle subprime, et puis ensuite, on les a largement redémarrés. En fait, dès 2015 à peu près, on était déjà au-dessus, effectivement, des sommets précédents. Et là, regardez bien, nous sommes à 20 000. On a donc doublé la mise. Si on se compare, par exemple, ne serait-ce que au sommet de la précédente bulle, et a fortiori, pendant le crack lié au coronavirus. Donc là aussi, ça veut dire que les marchés boursiers intègrent des bonnes nouvelles économiques sur la croissance, sur les dividendes. Donc on pourrait dire c'est tout à fait logique. Si on fait un petit focus, on voit d'ailleurs que cette flambée boursière, elle est généralisée. Donc là, on a le Standard & Poor's. Souvent, on me demande justement d'en parler. On le voit là aussi, un des sommets historiques. On est à 4700 points, vous voyez. Donc ça pose là aussi la question de savoir est-ce que c'est normal, tout a été oublié finalement, quels que soient les cracks, etc. On se dit finalement ça redémarre, c'est normal, et ça va continuer. Le problème, c'est qu'on se retrouve un petit peu dans la situation du crack Internet, justement, et donc de la bulle Internet. À l'époque, la bulle Internet était enlevée, justement, par toutes les valeurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme on les appelait à l'époque, les NTIC, et donc la bourse des valeurs de croissance, le Nasdaq, flambait. Mais regardez bien, de 90 à 2000, donc en pleine bulle, à l'époque, le Nasdaq a augmenté de 1100%. Ensuite, ça s'est effondré de quasiment 80%. Après, bon an, mal an, on a redémarré. Mais regardez bien, là, de mars 2009 à novembre 2021, plus 1162%. Ça veut dire que la bulle actuelle, on peut l'appeler du numérique, enfin un peu tout ce que vous voulez, des GAFAM, plus Tesla et autres, plus 1162%. Ça veut dire que la bulle actuelle est plus forte que la bulle Internet. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il y a plus de profits aujourd'hui qu'à l'époque? Pas forcément, surtout qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont survalorisées, qui n'ont jamais gagné en centimes, qui n'en gagneront certainement jamais, et donc ça appelle des corrections. Et là aussi, si on regarde le prix aujourd'hui des marchés, ce qu'on appelle les price earning ratio, ça veut dire combien de fois, effectivement, la valeur des entreprises
capitalisent les bénéfices. On dit qu'un niveau normal, c'est autour des 12, voire 14 maximum. Ça commence à être cher, ça veut dire 14 ans de profit pour justifier la valeur boursière d'une entreprise. Aujourd'hui, on est, si on prend le CAC 40, supérieur à 20. Donc ça peut poser problème. Ça, c'est une moyenne d'autres entreprises. Et nous, on est largement au-dessus. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais tout ça pour dire qu'attention, si les profits ne sont pas au rendez-vous, et notamment pour 2022, où on aura un ralentissement la croissance, ça veut dire que ces price earning ratios sont évidemment très chers, très élevés, ils vont continuer d'augmenter, et donc ça appelle un ajustement. Idem si vous regardez l'indicateur donc de la croissance, de l'activité, du PIB. Donc là on retrouve un indicateur, enfin un graphique que je fais souvent, qui est très intéressant, qui montre l'évolution du Dow Jones. C'est la courbe bleue, qui est la bourse qui est le mieux corrélée avec la croissance mondiale, et la courbe rouge, qui est donc justement le PIB mondial en valeur. Ça veut dire augmenter de l'inflation. Et vous voyez, là, c'est assez net. Donc, on a une base 100 en 1997. Donc, vous voyez que c'est assez bien corrélé. Quand on a un crack, c'est souvent parce qu'il y a une baisse de l'activité mondiale. Donc là, ici, idem sur le Corona. Donc là, ça a redémarré. Mais regardez bien, on a sur la bourse un indicateur donc, de 560. Ça veut dire 460% d'augmentation par rapport à 97. Et sur l'activité économique réelle, augmenter de l'inflation en intégrant la reprise qui se poursuit évidemment en 2022, même s'il y aura un ralentissement, on le verra tout à l'heure, là on est à 300. Ça veut dire 200% d'augmentation. 200% d'augmentation contre, on le voit ici, donc 460%, c'est plus que du simple double. Donc ça montre bien qu'il y a bien entendu, il y a une bulle, et surtout, regarde, sur la fin de période, ça s'accélère. La définition de la bulle, c'est un écart cumulatif et auto-entretenu entre la valeur financière d'un actif et la valeur réelle. On est exactement dans la définition. Alors je sais qu'on ne veut pas y croire, on dit c'est normal, c'est la nature humaine, on veut croire que les arbres montent au ciel, mais non, c'est compliqué, généralement il y a des ajustements, et j'ai envie de dire c'est même important qu'il y ait des respirations pour pouvoir repartir sur des bases plus saines. Donc quand je dis qu'il faut qu'il y ait un ajustement boursier, c'est pas pour faire peur ou pour se faire mal, non, c'est pour simplement retrouver des bases plus saines et ensuite redémarrer, parce que c'est évident que sur le long terme, la bourse reste l'un des meilleurs placements, notamment si on intègre les dividendes, donc je ne suis pas inquiet sur le moyen terme, mais là ça va trop loin, notamment à cause des planches à billets des banques centrales qui finalement sont trop laxistes, trop excessives. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, là où je vous rassure, c'est que pour 2022, la croissance sera encore là. Alors, on a d'ailleurs les derniers indicateurs avancés, donc des directeurs d'achat, les fameuses enquêtes PMI, donc du mois d'octobre, et là, excellente nouvelle, c'est vrai qu'on a un niveau d'activité, vous voyez, il n'y a aucun pays en rouge, aucun pays qui est sous la barre des 50, c'est-à-dire aucun pays en récession, même le Japon, vous voyez, qui était le mois dernier, a redémarré, on avait également l'Australie, ça y est, eux aussi, ils sont sortis, bon, c'est l'après-pandémie, bien entendu, même si elle est toujours là, malheureusement, et donc, au niveau mondial, vous voyez, on a un indicateur de 54,5, c'est-à-dire une croissance qui est soutenue pour la fin d'année et le début 2022. Mais attention, il y a quand même des stigmates de ralentissement. On va voir tout à l'heure pourquoi. Alors si on regarde pays par pays, d'abord voyons le cas chinois. Et bien là, c'est vrai qu'on a eu, bon, là on retrouve la récession, là c'est le glissement annuel du PIB chinois, hein, c'est la courbe bleue. Après ça redémarre très fortement et au troisième trimestre ça ralentit. On tombe même à un glissement annuel de 4% du PIB chinois, ce qui est évidemment historiquement bas, à part l'épisode de la pandémie. Et là, bonne nouvelle, les indicateurs avancés dans les services, dans l'industrie, ça redémarre. Donc ça veut dire qu'on va revenir vers une croissance de 7 à 8% pour la fin d'année, début 2022, mais quand même, on n'ira pas beaucoup au-delà. Donc ça va se stabiliser, mais c'est quand même là aussi une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, nos amis indiens. Deuxième locomotive de la croissance mondiale, eux aussi, alors ça va très bien dans les services, dans l'industrie. Vous voyez, on n'a pas encore les chiffres du troisième trimestre, mais ça va rester sur une croissance assez soutenue autour des 10%. Donc là, c'est une belle reprise pour la deuxième locomotive mondiale, en l'occurrence l'Inde. Troisième locomotive, l'oncle Sam, les États-Unis, où là aussi, on a eu évidemment la récession, le redémarrage. Troisième trimestre, pareil, ralentissement. Et là, ça y est, chiffre du mois d'octobre, ça redémarre déjà dans l'industrie. Les services également sont très dynamiques, même plus dynamiques que l'industrie maintenant. Même si l'industrie, ça ralentit un peu, on est toujours autour des 58, donc un indicateur très très bon. On a également les chiffres du chômage, 4,6% de taux de chômage, donc le plein emploi outre-Atlantique. Donc la consommation va rester dynamique aux États-Unis. Donc ça, c'est plutôt un bon signe pour la fin d'année et le début 2022, même si après, évidemment, la Réserve fédérale va enlever la perfusion et ça risque de ralentir un petit peu. Donc c'est plutôt positif. Le problème, c'est que il y a un grand absent dans ce redémarrage de la croissance ou de la reprise, c'est la zone euro. Et oui, alors là, c'est quand même la mauvaise nouvelle. Là, on voit les chiffres du PIB, donc un peu comme aux États-Unis, effondrement même plus important donc pendant l'année 2020. Après, ça redémarre. Et puis au troisième trimestre, deuxième trimestre, on atteint un sommet de croissance. Et au troisième trimestre, ça repart sur un niveau de croissance inférieur à 4%. Et là, regardez les indicateurs avancés en vert dans
les services en rouge dans l'industrie, ça continue de ralentir. Donc ça veut dire que là, on n'est pas comme aux États-Unis ou en Chine ou en Inde. Le quatrième trimestre va être moins bon encore que le troisième trimestre. Donc on va voir effectivement un ralentissement qui va se poursuivre dans la zone euro. Et donc, regardez, là, quand on compare le même graphique, c'est-à-dire l'indicateur composite des directeurs d'achat aux États-Unis, c'est la courbe bleue, en rouge, c'est dans la zone euro. On a eu 3 petits mois, on était légèrement au-dessus des Américains, et là, ça y est, ils repassent devant nous, comme j'ai envie de dire très souvent. Donc, ce qui d'ailleurs justifie pourquoi le dollar s'apprécie face à l'euro, et ça va continuer. Disons qu'on va avoir des différentiels de politique monétaire. Les Américains vont commencer en premier à réduire leur planche à billets, et nous, on va suivre avec quelques mois de décalage. Donc, l'euro va continuer effectivement de baisser, et plus malheureusement la planche à billets va durer, plus l'euro risque de baisser davantage, que ça générera de l'inflation, ça créera également un problème de stabilité, de crédibilité de la zone euro. Alors, d'autant que si on continue dans la zone euro dans le détail, on a ici l'économie allemande, une vraie déception. C'est vrai que là aussi, même schéma, ça baisse, ça redémarre, ça ralentit au troisième trimestre, mais ça continue. Regardez, dans l'industrie, ça va encore, on est à 58, mais dans les services, on est à 52. Ça, c'est très inquiétant. Ça veut dire qu'évidemment, on a une économie allemande qui, je vous rappelle, représente 30% du PIB de la zone euro, qui est en train de ralentir pour la fin d'année. En plus, là, il y a une recrudescence de la pandémie, donc ça, c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour l'économie allemande, et donc qui va entraîner l'ensemble de la zone euro. Quant à la France, c'est vrai que c'est un peu mieux dans les services, c'est moins bien dans l'industrie. Donc nous aussi, on a eu le ralentissement du troisième trimestre qui va se poursuivre au quatrième trimestre 2021. Donc malgré pléthore de dettes publiques, malgré toutes ces aides, eh bien ça ralentit, les arbres ne montent pas au ciel. Et puis surtout, on est rattrapé par notre croissance structurelle en France qui est autour des 1%. Donc on ne peut pas rester sur une croissance très forte durablement. Donc ce qui veut dire que si on résume pour l'ensemble de la planète, alors la semaine prochaine, je vous détaillerai toutes nos prévisions pour 2022, mais là, d'ores et déjà en exclusivité, je vous livre notre prévision pour 2022 en termes de croissance mondiale. Donc là, c'est le PIB mondial, hors inflation bien sûr. On voit l'effondrement donc à 4% en 2020, ça redémarre à 5,2% minimum en 2021, on pourrait me faire un petit peu mieux. Et pour 2022, par contre, là, on repart à 3,5% de croissance, donc c'est toujours de la croissance, toujours un bon chiffre, mais regardez, on retrouve le niveau moyen qu'on avait de 80 à 2019, donc ça veut dire s'il y a un peu moins de croissance, il y a un peu moins de hausse des profits, donc là aussi les marchés boursiers vont devoir l'intégrer, donc ce qui veut dire que ça va ça va calmer un petit peu l'euphorie actuelle des marchés boursiers. Donc si on résume, si on conclut, il y a quand même 5 grands risques qui pèsent aujourd'hui sur les marchés boursiers, bien sûr des risques extra-économiques qu'on ne peut pas maîtriser, notamment sur la pandémie, même si on espère que ça ne va pas durer parce que ça commence à nous fatiguer, il y a bien sûr toujours des drames géopolitiques qui sont là, voire des drames politiques au sein de la zone euro. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va avoir un gouvernement allemand là, au mois de décembre. Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à la planche à billets de la Banque centrale européenne? On a aussi un peu d'instabilité sociale et sociétale, voire politique, pour d'ici avril 2022 en France. On verra comment ça va se passer, mais il y a quand même un climat un petit peu d'incertitude, d'inquiétude. Mais bon, ça évidemment, on n'est pas devin, donc on ne peut pas maîtriser, mais ça va peser là aussi sur les marchés. Deuxième risque, on vient d'en parler, le ralentissement de la croissance mondiale. On va revenir vers une croissance mondiale autour des 3,5% dans le meilleur des cas pour 2022, et ça sera bien plus bas encore pour la zone euro qui restera l'une des lanternes rouges de la croissance mondiale. Bien sûr, le risque inflationniste, j'en ai déjà parlé ici même, et ça qui va continuer, on va rester sur une inflation très forte, supérieure à 5% aux États-Unis, c'est déjà le cas mais ça va continuer, supérieure à 4,5% en Allemagne et autour des 4% dans la zone euro également en France. Je rappelle que les prix à la production, donc indicateur avancé de l'inflation, ne cessent de flamber, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore tout vu sur l'inflation, ça va durer au moins jusqu'à la mi-2022. Après, ça ira mieux, mais néanmoins, cette hausse de l'inflation va casser le pouvoir d'achat, ce qui va limiter la croissance. Et parallèlement, si l'inflation augmente, alors aussi les banques centrales vont être obligées d'arrêter la planche à billets. Donc si on enlève la morphine, si on enlève la perfusion, là aussi les marchés boursiers ne vont pas continuer comme ça à flamber dans le vent. Et puis dernier point, bien sûr, s'il y a plus d'inflation, avec une dette publique qui flambe, qui est évidemment sur des niveaux stratosphériques, eh bien les taux d'intérêt des obligations d'État vont continuer d'augmenter. Ils sont nettement augmenté pendant quelques semaines. Là, il se calme un petit peu, c'est logique, ça va repartir de plus belle. Évidemment, si la pandémie est là, ça va calmer un petit peu le jeu, mais néanmoins, avec cette dette publique qui flambe, tôt ou tard, on va devoir payer la facture, et donc les taux d'intérêt vont avoir tendance à augmenter. Donc si on a un mini-crack obligataire, là aussi, les marchés boursiers vont en prendre ombrage. Donc, ça veut dire qu'il faut bien sûr rester prudent sur les marchés boursiers. Alors, je ne veux pas, évidemment, être l'empêcheur de tourner en rond. Aujourd'hui, évidemment, ça peut continuer tant que les banques centrales sont là et injectent des liquidités, mais dès qu'elles vont arrêter, dès qu'elles vont retrouver leur rôle, finalement,
finalement, faire leur métier de stabilisation de l'inflation, des marchés financiers, et bien là aussi, ça va générer un ralentissement tout à fait logique. Encore une fois, c'est important que nous ayons des respirations sur les marchés boursiers pour repartir sur des bases plus saines. Donc simplement, pendant quelques mois, en 2022, on aura quelques difficultés sur les marchés boursiers pour repartir un peu mieux pour 2023-2024. Mais voilà, c'est aussi mon devoir de vous dire cette réalité, même si pour l'instant on est un petit peu en décalage, et je suis désolé pour ceux qui croyaient que ça allait s'effondrer avant. Moi aussi je l'imaginais, mais non, hein, la planche à billets a continué. C'était d'ailleurs la condition que la planche à billets s'arrête. Elle a continué, donc les marchés boursiers continuent sur leur lancée. Mais dès que cette planche à billets va s'arrêter, eh bien là on va retrouver une réalité économique, donc des marchés boursiers reconnectés à la réalité économique, donc ça veut dire en légère baisse, et après même en baisse de 10 à 15%, et après ça redémarrera sur des bases plus saines. C'est évidemment tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup, portez-vous bien et à très bientôt.